Histoire ennuyeuse pour dormir. Comment les religieuses byzantines fabriquaient des médicaments dans le jardin secret. Salut à toi. Ce soir, on glisse doucement dans les ruelles de Constantinople. La lune est basse, argentant les toits de tuiles. Un chat file entre tes pieds et tes sandales claquent doucement sur les pierres anciennes. Un peu plus loin, un soldat ivre chante pour personne en particulier, mais toi, tu marches dans l'autre sens, vers le silence, vers l'ombre, vers une petite porte recouverte de lierre, nichée dans un coin oublié du plus vieux monastère de la ville. Tu poses la main sur le bois usé, et la porte grince juste assez pour te laisser entrer. Une silhouette en robe sombre t'attend. Son visage est dans l'ombre, on ne voit que l'éclat d'une croix en cuivre à la lumière d'une lampe à huile. Elle ne dit rien. Elle tourne les talons, et tu la suis, le long d'un couloir voûté éclairé de niches à chandelles et du scintillement discret de lucioles qui se sont glissées par les fenêtres entr'ouvertes. L'air sent la lavande, et quelque chose de plus âcre, comme des feuilles d'achillée écrasées. Tu viens d'entrer dans un monde que très peu ont eu le droit de voir, et soyons honnêtes, si c'était réel, tu n'y survivrais sans doute pas. Un seul faux pas, une bouffée de la mauvaise herbe, et Zou canonisé par accident. Alors, avant de t'installer, prends un moment pour aimer la vidéo et t'abonner, mais seulement si tu apprécies sincèrement ce que je fais ici. Dis-moi aussi en commentaire d'où tu écoutes et quelle heure il est chez toi. Maintenant, baisse les lumières, allume peu, être un ventilateur pour ce doux fond sonore, et laissons-nous porter ensemble dans l'histoire de ce soir. Tu pénètres dans un jardin clos. À première vue, il s'agit de simples rangées d'herbes sauges, romarin, absinthe, mais à mesure que tes yeux s'habituent, tu repères des plantes qui n'ont rien à faire là. De la rusquiame, de la mandragore, même un petit carré de pavot à opium, discrètement caché entre les violettes, comme l'élève rebelle qui s'est incrusté dans la photo de classe. Ces nonnes, pas vraiment du genre à chanter des psaumes et pétrir du pain. On est à la fin du Xième siècle, et ces femmes ont lu plus de Galienne et de Dioscoride que la plupart des médecins impériaux. Certaines ont été formées dans les académies médicales, celles-là même qui ont fini par interdire les femmes. D'autres ont appris par cœur des textes entiers pour les préserver du feu, qu'ils soient symboliques ou très réels. Tu marches derrière ta guide encapuchonnée. Elle s'agenouille près d'un buisson et désigne une fleur jaune discrète. Tu t'accroupis à ton tour. Elle en écrase une entre ses doigts et te la tend. Le parfum est doux, un peu poivré, millepertuis, contre la mélancolie, les blessures de guerre, et si l'on en croit les légendes, pour éloigner les esprits nocturnes. Tu te demandes combien d'empereurs insomniaques ont reposé sur des infusions venues de ce carré. Mais ce jardin, ce n'est pas qu'une pharmacie. C'est une carte vivante. Certaines plantes sont alignées selon des motifs symboliques. Un cercle de rue pour la protection. Un sentier de basilic menant à une statue de la Vierge, les mains tendues comme pour bénir les feuillages. Certains historiens débattent encore. S'agissait-il de simples gestes de foi ou bien de codes médicinaux secrets réservés à l'ordre? Tu as l'impression d'arpenter un manuscrit vivant, un parchemin qui respire et change avec la lumière. Tu passes devant un vieux mur recouvert de vignes. Une seule inscription en grec, Therapeia, guérison, mais aussi service, dévotion. Un mot qui parle moins de remède que de présence. Être là, même face à la douleur. Tu frissonnes, et pas seulement à cause du vent frais. Dans un coin du jardin pousse un arbre si tordu, si ancien, qu'il semble se souvenir du jour où Constantin a fondé la ville. Deux jeunes nonnes, à ses pieds, pilent des herbes dans des mortiers de pierre. Elles murmurent dans un dialecte que tu ne reconnais pas. L'une d'elles lève brièvement les yeux et t'adresse un sourire timide.
Elle verse ensuite la mixture dans une jarre d'argile, y ajoute du vin rouge, probablement du tasien. Un tonique, un somnifère, tu ne sauras jamais. Ces recettes se transmettaient à l'oral, pas à l'écrit. Beaucoup sont perdus, à jamais, d'autres sont griffonnés entre les lignes de psaumes. Ta guide t'emmène vers le cloître. Dans une niche, tu vois une pile de tablettes de cire. Des notes griffonnées à la va-vite, en grec, en syriaque, parfois même en symboles indéchiffrables. Tu en décryptes une, un dessin de pavot entouré 3 fois, à côté du mot Eucharistia, gratitude ou mise en garde. Tout dépendait du contexte. Et plusieurs novices ont appris à leurs dépens que se tromper de dosage pouvait plonger tout un couvent dans un sommeil profond juste avant les vêpres. Soudain, tu entends un chant. Bas, rythmé, sans parole. Une sorte de mélopée provenant d'une chapelle latérale, là où les sœurs âgées soignent des patientes. Oui, des patientes. Pas seulement des nonnes, mais des femmes pauvres, des veuves honteuses, même quelques soldats discrets venus chercher un baume pour leurs brûlures. Mais tous ne sont pas admis. L'Église tolère mal qu'on accorde trop d'autorité aux femmes. Officiellement, ces pratiques sont suspectes. Officieusement, les sœurs savent se faire discrètes. Une entrée différente pour certains visiteurs, une clochette en cas d'intrusion, une prière qui est en réalité un mot de passe. Il y a même une légende plus fantaisiste qu'attestée sur une nonne surnommée Théosébie. On dit qu'elle aurait sauvé le fils d'un général empoisonné avec des perles pilées, des peaux de grenade et son propre sang mélangé à du lait de chèvre. Vérité ou fiction, difficile à dire. Mais la recette apparaît plus tard dans un traité médical arabe sans auteur. Tu t'arrêtes à la limite du jardin. De l'autre côté des murs, la ville se prépare à un nouveau siège. L'empire se rétrécit, les frontières tremblent. Mais ici, dans ce labyrinthe d'herbes et de murmures, le temps semble s'être plié sur lui-même. Chaque feuille est un secret, chaque racine un serment. Et ce n'est que le début. Tu es toujours là, dans l'ombre du cloître, quand la cloche des complices sonne faiblement au loin. Ta guide, la nonne silencieuse, lève les yeux un instant vers les voûtes noires du ciel. Puis, d'un simple geste de la main, elle t'invite à la suivre à nouveau. Cette fois, tu quittes les herbes, les odeurs résineuses et les bruissements de menthe. Tu entres dans la chaleur d'une cuisine où l'air est lourd, sucré et chargé de quelque chose de plus ancien que la fumée, le savoir. Ici, pas de marmite d'eau ni de recette de soupe. Ce n'est pas une cuisine pour se nourrir. C'est un laboratoire, une pharmacie clandestine. Sur les étagères, tu vois des fioles aux bouchons scellés à la cire, étiquetés de mots comme oxymel, melantion ou parfois juste de simples symboles. Une lune, un œil, une croix inversée. Et sur la grande table centrale, des instruments que tu ne reconnais pas tous balancent, filtres faits main, tissus imbibés d'essence et une grande meule de pierre, probablement utilisée pour pulvériser des racines dures. Une vieille sœur, à la peau parcheminée et au regard vif, soulève à peine les paupières quand tu entres. Elle ne semble pas surprise. Peu être a-t-elle vu ce rêve avant, ou peu être sait-elle que tu n'es qu'un visiteur du sommeil. Elle verse lentement une préparation dans un pot en terre cuite, un mélange opaque de miel, de vinaigre et d'herbes noircies. Un remède ancestral connu des Grecs, comme Thériaké, un antidote à presque tout si tu crois les textes de Galienne. Et les nonnes, elles, les ont tous lus. Mais ce qui frappe ici, plus que les odeurs, c'est l'ambiguïté, car certaines préparations ressemblent à des potions de sorcières, d'autres à des élixirs sacrés. La frontière est mince, très mince, et c'est là que les choses deviennent délicates, car l'Église byzantine, bien qu'elle tolère les soins prodigués dans les monastères,
n'est pas toujours tendre avec ce qui sort des clous doctrinaux. Certaines herbes sont jugées païennes, d'autres trop puissantes, trop indépendantes. Il existe même des listes interdites mais recopiées en cachette de plantes à bannir. Mandragore, belladone, datura. Et pourtant, tu les as toutes vues dans le jardin. Allors Iki, on adapt, on code, on pre. On glisse un paternoster entre deux dosages. On bénit l'huile d'olive avant d'y infuser les fleurs de souci. Et parfois, on transforme une recette antique en l'intégrant à un rituel chrétien. Le résultat, une médecine à mi-chemin entre le rite et le remède. Mi-galienne, mi-évangélique. À la fois dangereuse et divine. Tu observes une novice préparer une pâte sombre. Elle écrase des figues sèches avec de la racine de réglisse et du myrrhe. À côté, une autre verse de la poudre d'os calcinée dans un petit vase. C'est pour les abcès ou les esprits. Les textes ne sont pas toujours clairs et c'est justement ce flou qui protège. Les nonnes savent que trop de précision attire les soupçons. Alors, elles gardent une part de mystère. Même entre elles, un débat fait rage depuis longtemps chez les historiens modernes. Ces recettes étaient-elles purement médicinales ou aussi mystiques? Était-ce de la science ou de la magie camouflée? Et si c'était les deux à la fois? Après tout, dans un monde où le corps et l'âme sont inséparables, pourquoi pas les soins aussi? Tu t'installes sur un banc en bois, un peu à l'écart. Dans un coin, une grande fresque s'efface sur le mur, une sainte tend une fiole à un ange agenouillé. Est-ce une vision, une métaphore, ou simplement un message discret pour celles qui savaient lire entre les lignes? Pendant ce temps, un chant doux s'élève dans la pièce voisine. Pas un psaume, un murmure, comme une litanie secrète. Chaque phrase commence par un nom de plante. Ruta, Salvar, Angelica. On dit que ces chants sont transmis oralement depuis des siècles, qu'ils ont été composés par les premières moniales apothicaires pour mémoriser les effets des décoctions. Certains rythmes rappellent les anciens hymnes gréco-romains. D'autres, les incantations des guérisseuses rurales d'Anatolie. La plus étrange anecdote que tu entends ce soir, une chronique obscure, retrouvée dans un manuscrit arménien rongé par le temps qui parle d'une nonne ayant réussi à changer l'odeur du sang. Oui, en préparant un sirop de mûre et de camphre, elle aurait soigné un soldat si profondément que même son haleine sentait la menthe. Est-ce vrai? Probablement pas. Mais ce genre de récit flotte dans l'air comme la vapeur des pots. Difficile à prouver, mais encore plus difficile à oublier. Soudain, ta guide sort un petit rouleau de tissu qu'elle déroule sur la table. C'est une carte, pas une carte du monde, mais une cartographie des correspondances. Chaque plante, chaque couleur, chaque émotion liée à un remède. C'est à la fois poétique et terriblement méthodique. Tu comprends alors que rien ici n'est improvisé. Chaque geste a été pensé, répété, transmis. Et toi, spectateur endormi, tu réalises que tu viens de traverser une porte bien plus ancienne que celle du jardin. Une porte vers une science douce, secrète, féminine et têtue comme le romarin en hiver. Tu pensais peu être que ces nonnes se contentaient de préparer des tisanes pour les maux de tête des novices et des onguents pour les pieds fatigués des pèlerins. Mais il faut que tu saches quelque chose. Ces sœurs savaient négocier. Dans l'ombre des coupoles et des encensoirs, elles ont tissé un réseau bien plus vaste que ce que leur robe grise laissait deviner. Tu te retrouves maintenant dans une petite pièce au sol en terre battue, là où les murs n'ont ni fresques ni croix. Juste des sacs, des caisses, et une odeur de poussière mêlée à celle du musc séché. Une sœur ouvre un coffre bas et y plonge les mains. Elle en sort une poignée de racines noueuses qu'elle emballe soigneusement dans une toile. Pas de prière ici, juste un murmure. Pour le barbier, il sait.
Car voilà, en plus de cultiver, préparer et chanter, ces femmes échangent avec les herboristes, les lavandières, les sages-femmes, parfois même avec des hommes de l'armée ou des membres du palais, pas officiellement bien sûr, mais entre deux confessions et quelques jarres d'huile, les choses circulent. Et souvent, ce sont les médicaments interdits qui voyagent le plus discrètement. Certains ingrédients sont si rares qu'ils doivent être importés en douce. Résine d'Arabie, cannelle de Ceylan, pétales de lotus séchés arrivant via des caravanes syriennes. Le problème, l'importation de certaines substances est strictement contrôlée, voire interdite dans l'Empire byzantin. Du coup, les nonnes développent un système ingénieux de codage. Par exemple, quand un message parle de laine bénie du désert, il faut lire Opopanax. Quand on évoque les dents de Saint Basile, cela signifie clou de girofle. Et là, liqueur de larmes noires, tu l'as deviné, de l'encre de seiche utilisée pour les sirop noirs contre la toux. Une fois par semaine, à la tombée de la nuit, un petit groupe quitte le couvent. Elles portent des paniers de figues, du pain dur, parfois des cierges, toujours quelque chose de banal, d'inoffensif. Mais sous le linge, entre les plis, se cachent les vraies marchandises. Une fiole de baume dès les bords ici, un sachet de crocus desséché là. On les échange contre du parchemin, des encres rares, ou plus précieuses encore des recettes venues d'Alexandrie, d'Alep ou de Bagdad. Oui, tu as bien entendu, Bagdad. Car malgré les tensions religieuses, le savoir, lui, circule, lentement, à bas bruit. Mais il circule. Des fragments de médecine persane arrivent jusque dans les abeilles grecques, et les sœurs les recopièrent, les adaptèrent, les transformèrent, souvent en cachette, sous la menace des autorités ecclésiastiques qui voyaient dans tout ce savoir venu de l'Orient un poison subtil. Historiens et historiennes s'écharpent encore sur une question délicate. Dans quelle mesure les nonnes participaient-elles à cette transmission souterraine du savoir islamique et grec? Était-ce intentionnel ou juste une question de survie intellectuelle? On n'a pas la réponse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un certain manuscrit retrouvé à Thessalonique au XIVe siècle, attribué à tort à un moine, contient des formules qu'on ne retrouve que dans des textes médicaux arabes du XVe siècle. Alors, tu reprends ton souffle, appuyé contre une colonne. Un chat noir passe, les yeux comme deux billes de verre. Il s'arrête, t'observe, puis repart sans un bruit. Tu ne saurais dire pourquoi, mais tu as l'impression qu'il sait quelque chose. Dans une petite cour intérieure, tu entends une négociation en cours. Une jeune sœur parle avec un marchand à la barbe grisonnante. Il tente une bourse, elle tente un sachet. Aucun mot sur la marchandise. Tout est dans le regard et dans la confiance tissée au fil des ans. Ce n'est pas qu'un troc, c'est un pacte de silence. Tu apprends que certaines préparations sont même échangées entre couvents. Une nonne d'un monastère en Cappadoce aurait envoyé un baume cicatrisant à une abbesse de Crète via un réseau de sœurs pèlerines. On pense que ce sont ces voyages religieux, ostensiblement pour le salut de l'âme, qui ont permis la diffusion des formules les plus puissantes. Et ironiquement, ce sont ces mêmes routes de prière qui ont transporté les ingrédients les plus profanes. L'un des récits les plus fascinants, bien qu'impossible à vérifier, raconte qu'un baume confectionné dans un couvent byzantin aurait été utilisé dans la cour d'un prince serbe pour traiter la folie, en réalité, une combinaison d'huile, de lavande, d'armoise et de fiel d'ours. Oui, d'ours. Apparemment, ça stabilise les humeurs, ou bien ça empeste tellement que le patient n'ose plus faire de crise. Allez savoir. Dans un petit atelier à l'écart, tu tombes sur quelque chose d'inattendu. Un ensemble de dessins. Pas religieux, pas médicaux. Ce sont des cartes.
ou plutôt des plans de circulation, marqués avec soin, portes secondaires, ruelles cachées, points de collecte. C'est un réseau logistique, un peu comme un Uber Eats médiéval, mais version sœur herboriste. Tu sens que cette pièce n'est pas censée exister. Et pourtant, elle est là. Témoignage silencieux que la médecine, pour ces femmes, n'était pas un simple acte de charité. C'était une mission, une rébellion, et parfois une forme de pouvoir. Tu retournes vers la chapelle, ton esprit bourdonnant d'informations. Les encensoirs diffusent toujours leur parfum, mais tu sais maintenant qu'ils masquent aussi celui des décoctions. Le sanctuaire est un camouflage, un écran de prière derrière lequel se joue une véritable résistance, douce, silencieuse, végétale, et tu n'en as pas encore vu la fin. Le ciel s'assombrit, non pas parce que la nuit tombe, elle est déjà là depuis longtemps, mais parce que les torches s'éteignent une à une. Dans le jardin, seules quelques lanternes à huile tremblotent encore. L'air est devenu plus humide, plus dense. Tu marches lentement, t'es pas étouffé par la mousse entre les dalles. C'est l'heure où tout ralentit, même les pensées. Ta guide te fait signe d'entrer dans une salle que tu n'avais pas encore remarquée. Elle est minuscule, presque une cellule, mais ce n'est pas une chambre de prière, c'est un dépôt. Ou plutôt une mémoire en pierre et en cuir. Des rouleaux de parchemin, bien plus anciens que le couvent lui-même, sont soigneusement rangés dans des niches creusées dans les murs. Tu y reconnais les noms d'Hippocrate, de Galien, mais aussi des titres que tu n'as jamais vus des lettres, des correspondances entre sœurs, des recettes orphelines, comme on les appelle parfois. Une vieille nonne est là, assise, droite comme une stèle, entourée de manuscrits et de boîtes en bois. Son visage ressemble à l'écorce d'un olivier. Tu comprends, sans qu'on te le dise, que c'est elle. La dernière apothicaire, la gardienne, la mémoire vivante de tout ce que tu as vu et de bien plus encore. Elle te regarde sans étonnement, comme si elle t'attendait depuis toujours, dans ses mains, un petit rouleau scellé. Elle le pose sur un autel de fortune, formé d'un vieux banc et d'un coussin usé, puis elle murmure « pour la suivante ». Et tu comprends que ce rouleau ne lui est pas destiné, ni à toi, mais à une autre sœur, une autre nuit, dans un autre siècle. C'est ainsi que le savoir survit ici, en silence, en attente, en espoir. À travers une ouverture dans le mur, tu entends les cloches du port. Le vent tourne, et avec lui, une rumeur. La guerre approche. Encore une. Les murs de Constantinople en ont vu d'autres. Mais cette fois, même ici, dans le secret des herbes, la tension est palpable. La vieille sœur ne semble pas troublée. Elle sort un petit coffret, l'ouvre avec une clé qu'elle porte autour du cou et en retire des graines. De simples graines, enveloppées dans un linge jauni. Mandragore, cumin noir, nigelle, millepertuis, celle-là même que tu as croisée, vivante, quelques heures plus tôt. Elle les enveloppe de nouveau, les pose dans une boîte d'argile et, sans un mot, la scelle avec de la cire chaude. Tu la suis à l'extérieur. Elle avance lentement vers un coin reculé du jardin, là où les pierres sont plus sombres, plus lourdes. Là, elle creuse, pas profondément, juste assez pour que le sol se referme doucement sur la boîte. Une tombe végétale, une capsule pour le futur ou un acte de foi, car elle sait que tout peut disparaître. Les murs, les chants, les prières, même les sœurs. Mais les graines, elles, savent attendre. Elles savent renaître. Elles tracent un dernier signe dans la terre, pas une croix, quelque chose d'autre. Un cercle peut être, ou un œil. Elle ne t'explique pas. Elle n'a pas besoin. Elle s'éloigne ensuite sans se retourner, son ombre glissant sur les herbes comme un soupir. Tu restes là, figé. Les feuilles bruissent.
les étoiles s'effacent lentement derrière des nuages de guerre. Dans quelques jours, quelques semaines être, le monastère sera pillé, les manuscrits brûlés, les nonnes dispersées, mais quelque chose subsistera, peut être sous forme d'une graine qui germera dans une clairière lointaine, ou d'un chant murmurant dans le sommeil d'une autre jeune fille. Rien ne se perd vraiment ici. Et toi, somnambule invisible, tu refermes doucement la porte de pierre derrière toi. Tu n'étais qu'un rêve, peut être, mais tu en emportes un fragment. Tu t'éloignes doucement du jardin. Les champs se sont tus, les lanternes sont éteintes, et pourtant, tu sens encore leur lumière, quelque part en toi. Chaque pas que tu fais te ramène un peu plus vers le monde réel, mais laisse une trace, une empreinte d'herbe, de cire et de silence. Tu sens encore l'odeur du millepertuis sur tes doigts. Tu entends le frottement du tissu contre la pierre, le chuchotement d'un nom oublié, le souffle d'une prière qui n'a jamais été écrite. Tout cela reste suspendu comme une vapeur au-dessus d'une infusion chaude. Et tu comprends, dans cette lente descente vers le sommeil, que l'histoire ne s'éteint pas avec le bruit. Elle se cache, elle germe, elle attend son heure. Alors ce soir, quand tu fermeras les yeux, souviens-toi, quelque part, sous une terre ancienne, dans un recoin oublié de l'histoire, une boîte d'argile contient encore les secrets d'un monde qui soignait en silence. Et peut être, juste peut être, qu'un jour tu en retrouveras la trace. Respire profondément. Laisse le parfum des plantes t'envelopper. Le calme t'envahir. Tout est paisible maintenant. Tu peux dormir.